On va décortiquer ensemble un entretien récent de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, pour voir comment il se prépare, selon ses propres mots, à l'exercice du pouvoir. On va parler de sa stratégie pour arriver à gouverner la France. Pour comprendre son projet, il faut d'abord regarder qui il dit représenter. Et ça, c'est vraiment le cœur de son livre qui vient de sortir, Ce que veulent les Français. Ce que veulent les Français, c'est le livre aux éditions Fayard. Nous, ce que veulent les Français, ça fait 21 ans qu'on les écoute au 32-16. Vous aviez besoin de vous balader pour savoir ce que veulent les Français, monsieur Bardella ? Ça fait des années qu'au fur et à mesure des campagnes électorales, évidemment, on entend les revendications de nos compatriotes. Et je pense qu'on fait très certainement partie des mouvements politiques qui sont enracinés dans une partie des attentes de notre pays. Il y a une volonté très forte aujourd'hui d'ordre, de sécurité. Il y a un ras-le-bol à l'égard de la fiscalité qui écrase, des normes. Une volonté aussi très forte de défendre son identité, défendre son pays. Mais le rythme de la politique est quelque chose qui écrase. Et il était bon, je crois, de prendre le temps pendant un an. Ce livre m'a pris un peu plus d'un an à l'écrire. Ce qu'il explique, c'est que son livre, ce n'est pas un programme politique classique. C'est plutôt le fruit d'une année passée sur le terrain à écouter ce qu'il appelle la France du travail. Et il insiste sur le fait que c'était sans caméra, pour vraiment se faire leur porte-parole. Et voilà le point central de son argument. Il décrit une sorte de fracture, un fossé énorme entre la classe politique, qu'il situe à Paris, et les réalités du quotidien vécues par une grande partie des Français. Bon, d'accord. Mais alors, quels sont précisément les problèmes que rencontre cette fameuse France du travail d'après son diagnostic ? Le mot qui revient tout le temps, le sentiment numéro 1 qu'il identifie, c'est ça, le ras-le-bol fiscal. L'idée qu'au fond, c'est toujours les mêmes, une minorité qui travaille dur, qui porte tout le poids de la société sur leurs épaules, et pour illustrer ça, il prend un cas très parlant, celui d'Olivier, un boulanger, qui a vu sa facture d'électricité multipliée par 7. Pour lui, c'est la conséquence directe de règles européennes sur le prix de l'énergie qu'il juge complètement déconnectées et qui asphyxie les petits artisans. Donc si on résume son diagnostic, on a une accumulation de griefs. Trop d'impôts, trop de normes, une Europe qui coûte cher, une concurrence mondiale jugée déloyale. Tout ça forme le tableau d'une France qui souffre. Et bien sûr, il positionne son parti comme le seul à vraiment comprendre ses problèmes. Ok, le diagnostic est posé. Mais après, quelles sont les solutions concrètes ? Et c'est là justement que les journalistes l'ont un peu bousculé. J'espère que vous avez bien affûté le catalogue des réformes à faire, parce que ça ressemble au catalogue de la Redoute dans l'épaisseur. Et comment vous allez faire pour aller réformer l'Europe, là où je crois que votre absence n'est pas de la plus remarquée, quoi. C'est-à-dire ? Ah, ça vous arrive d'être absent à l'Europe. J'ai 87% de taux de présence au Parlement C'est européen. pas votre absence, c'est votre présence. Hein. Oui. Vous êtes trompé. Oui. Absolument. Donc je suis très présent au Parlement européen et je pense qu'on a fait partie ces dernières années de ceux qui ont contribué à montrer les limites Et vous allez arriver d'influer ? les failles de l'Union européenne, notamment sur la politique agricole. Je vais vous répondre sur le programme sur l'agriculture, c'est très intéressant. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce recueil de sentiments, de colère qui s'expriment aujourd'hui dans le pays et que vous faites aussi à votre niveau avec cette émission ? C'est parce que les gens nous parlent. Vous voyez, moi, quand je discute avec des Français, il n'y a pas les barrières classiques qu'il peut y avoir avec des responsables politiques. C'est vrai avec moi, mais c'est aussi vrai avec Marine Le Pen. Les gens se confient à nous, les gens nous disent leur colère, les gens nous disent leur souffrance, et beaucoup de gens nous disent merci de dire ce qu'on pense, merci de dire ce qu'on ressent. Et ce que les gens ressentent précisément, j'ai voulu l'exprimer au travers de ce livre, parce que le livre permet encore de prendre le temps, non seulement d'écouter, mais d'exprimer ce que ressentent aujourd'hui beaucoup de Français. Vous noterez également que dans ce livre, je ne me contente pas de relater les confidences et les confessions que m'ont fait les Français. Je fais aussi des propositions. Oui, mais c'est pour ça, c'est un livre ces programme. propositions. Alors, non, c'est pas un livre programme. Ah si, c'est un livre campagne électorale déjà. Ce n'est pas qu'un livre programme. Ah si. C'est un Il y a livre. des propositions, c'est que ça se relie Oui, quand mais même à les une. Mais parce que je me électorale. contente pas. Parce Les que propositions, elles sont quand même relativement floues. Enfin, vous lancez des Des pistes. pistes de propositions. On est plutôt sur il faudrait que. C'est plus du yaka faucon pour l'instant. Parce que les propositions que vous faites, elles ne sont pas forcément encore chiffrées, articulées. On n'est pas encore dans le livre de la présidentielle. alors, on sort de 2 grandes campagnes électorales. Donc, le programme sur lequel nous sommes arrivés en tête aux élections européennes, où nous avons réalisé 37% des voix aux élections législatives et qui nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois le premier groupe d'opposition au Parlement européen et le premier groupe de l'Assemblée, c'est parce que les propositions qu'on avait formulées, le programme que j'avais défendu avec Marine, a précisément trouvé un écho en France. Maintenant, ce livre n'est pas un livre programme, mais je ne me suis pas contenté d'écouter les Français. J'essaye de proposer des solutions. Sur l'agriculture, par exemple, le vrai scandale aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est que l'agriculture est le seul domaine dans lequel la vente à perte est autorisée dans notre pays. Les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et moi, je me bats en ce moment même au Parlement européen contre le Mercosur et contre ces accords de libre-échange qui sont toujours la course au moins 10 ans et qui mettent nos agriculteurs en concurrence avec des pays qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à nos chefs d'entreprise et donc à nos agriculteurs. Je propose également que dans les marchés publics, c'est-à-dire dans la restauration collective, nos agriculteurs puissent avoir une priorité. Je trouve ça fou que dans le pays qui est peut-être la puissance agricole par excellence en Europe, dont les pays sont enviés dans le monde entier, 2/3 du bœuf qui est consommé aujourd'hui dans la restauration collective soit d'origine importée, quand vous avez aujourd'hui des milliers d'agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et donc moi je propose pour faire passer très simplement, c'est pour ça que je me présente 2024, aux la balance élections. commerciale Et déficitaire, absolument. C'est pour ça, Monsieur Marchal, que je me présente aux élections. Le temps du programme, il viendra. En fait, sa vision économique, elle a deux visages. D'un côté, il se montre très pro-business pour les entreprises françaises, baisse d'impôts, priorité dans les contrats publics. Et de l'autre, un discours très protectionniste face à la mondialisation, avec la lutte contre certains accords de libre, échange et une meilleure taxation des multinationales. Et là, ça devient tactiquement assez intéressant. Pour se positionner comme le défenseur des PME françaises face aux géants étrangers, son parti a voté une taxe sur les multinationales avec la gauche. Un geste qui lui a attiré des critiques comme celle de ce chef d'entreprise qui lui reproche de ne pas baisser les impôts de tout le monde et de prendre le problème à l'envers. Mais attention, cette vision économique, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un plan beaucoup plus grand, une ambition qu'il ne cache absolument pas. Donc là, c'est très clair, il déroule une véritable feuille de route, étape par étape, pour arriver à Matignon. Il sent que le vent est porteur pour son parti et il explique comment il compte transformer cet élan en véritable pouvoir. Et de son point de vue, la situation est simple. Le gouvernement actuel est bloqué, l'Assemblée est ingouvernable. Pour lui, le pouvoir en place fera tout pour éviter de nouvelles élections parce qu'il sait qu'il risquerait une défaite cuisante. C'est sa lecture de la situation politique. Seulement voilà, avoir un plan, c'est une chose. Mais la méthode pour y arriver, c'en est une autre. Et c'est là qu'une question clé se pose sur son style, sa stratégie pour enfin briser ce fameux plafond de verre. Pendant l'interview, on l'a justement challengé là-dessus, sur son style, jugé trop lisse, trop calme. Justement, peu importe que ce soit Marine Le Pen ou vous sur la question sur laquelle je vous interroger, parce que justement, c'est ce que révèle la couverture de votre livre. Une certaine stratégie. Moi, j'appelle ça une stratégie roue-doudou. Aujourd'hui, c'est quoi la stratégie parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui affirment et qui sont d'ailleurs remerciés par leurs électeurs? Trump, Milei, Meloni, Orban. Ils ont prouvé qu'on pouvait changer le quotidien des gens. Pas avec une stratégie roue-doudou. Pas avec la jolie pose que vous avez sur la photo. Et je comprends, la France est une nation littéraire, etc. Donc je comprends bien l'image que vous voulez donner. Mais aujourd'hui, le plafond de verre, vous le voyez bien. Vous savez, et c'est ce que dit Milei. Milei, il dit, il n'est pas de votre côté, c'est un anarcho-capitaliste. Mais il dit, un chef d'État, il a une vision et il doit gérer son pays. Mais si avant, il n'a pas gagné la bataille culturelle qui va lui permettre, une fois élu, de mettre en œuvre le secouage de cocotier nécessaire, lui c'est la tronçonneuse, Trump c'est autre chose, Meloni aussi, il n'y arrivera pas. Or vous, la guerre culturelle que vous êtes censé mener, vous la menez avec ce que je dis, la stratégie roue-doudou. Mais c'est quoi la stratégie? Vous n'avez pas de tronçonneuse. Vous n'êtes pas assez virulent dans votre façon de vouloir faire péter ce plafond de verre incroyable qui est incommensurable en France par rapport justement à ce chantage moral de la gauche en permanence qu'elle fait peser, y compris sur les centristes, sur les LR. Ouais, mais... Regardez les LR, ce qu'ils disent de vous. C'est-à-dire qu'on fascise systématiquement toute opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que pour faire secouer une bonne fois pour toutes ce plafond de verre-là, et pour enfin, quand vous serez au pouvoir, mettre en œuvre votre politique, il faut avoir une autre stratégie que, par exemple, nous dire « je suis ni de gauche ni de droite », par exemple? Alors là, Barbara Lefebvre, je tombe de ma chaise. Ouais. Parce que vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes pas si le Rassemblement national ne gagne pas les élections, c'est parce qu'on n'est pas assez extrême et pas assez provocateur. Parce que je veux bien me pointer sur une scène de meeting avec une tronçonneuse, mais là, il y a un certain nombre de gens qui vont vouloir me jeter en prison. Donc, je ne vais pas m'inventer, si vous voulez, une outrance ou un côté provocateur qui ne fait partie ni de mon caractère ni de mon ADN. Mon souhait n'est pas de faire du spectacle, c'est d'apporter des réponses aux problèmes que vivent les Français. Trump et Milei, ils font pas du spectacle. Pardon, mais regardez, ils gouvernent, ils font pas du spectacle. Je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, partagent mes idées,
partagent les idées de Marine Le Pen, mais qui ont encore des craintes à l'égard du Rassemblement national. Ouais, mais Une dernière- ça permet et d'arriver si au j'écris- pouvoir. Ça permet d'arriver au pouvoir, Quand mais vous ça serez au permet pas pouvoir, de faire les la réformes. gauche continuera Si comme je Mais peux je ne veux lancer, pas plaire à la gauche. J'ai rien dit depuis une demi-heure. Je ne veux pas J'aimerais plaire à bien la vous gauche. expliquer un Il explique qu'un style agressif, ce n'est pas sa personnalité, mais surtout que ce n'est pas la bonne stratégie. Pour lui, la clé, c'est de rassurer. Rassurer les électeurs qui sont d'accord sur le fond mais qui ont encore peur de son parti. Mais attention, style plus doux ne veut pas dire programme plus doux. Loin de là. Quand on regarde les réformes qu'il propose pour ce qu'il appelle refaire l'État, c'est assez radical. Référendum sur l'immigration, suppression d'un échelon administratif, un grand coup de balai dans les agences publiques. C'est un projet de transformation profonde de l'appareil d'État. Et c'est ça, finalement, la question qui reste en suspens et qui est au cœur de toute sa démarche. Le pari de son approche. Est-ce qu'une voie méthodique, calme, une stratégie de la réassurance est plus efficace pour conquérir le pouvoir qu'une explosion populiste plus frontale? L'avenir nous le dira.